Donc si aujourd'hui on doit éduquer les citoyens d'un point de vue civique, il faudrait que l'État soit en avant. Parce que c'est le premier rôle de l'État. Il faudrait que les Ivoiriens, les citoyens, puissent avoir la facilité de se départir, on va dire, de la chapelle politique dans laquelle ils se trouvent. Mais les jeunes eux-mêmes, au-delà du divertissement, doivent commencer aussi à changer le sens d'intérêt, commencer à s'intéresser à la vie sociale de leur pays, à la vie politique de leur pays. On aura beaucoup de fake news très bientôt. Dans l'interview d'aujourd'hui, nous recevons un invité très suivi par les jeunes sur les réseaux sociaux pour ses analyses et ses explications sur la vie politique en Côte d'Ivoire. Il a plus de 100 000 abonnés sur TikTok et plus de 120 000 abonnés sur YouTube. Avec lui, aujourd'hui, on parlera jeunesse, on parlera engagement citoyen et surtout climat électoral apaisé. Monsieur Joseph Assemon, bienvenue. Merci beaucoup. Je prononce bien, hein, Joseph Assemon. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous raconter votre parcours en quelques mots, ce qui vous a motivé justement à vous intéresser à la politique et à raconter son histoire en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux? Merci d'abord de m'accorder cette lucane-là pour m'exprimer, pour parler aux jeunes Ivoiriens, pour parler aux Ivoiriens de façon générale. Alors en ce qui concerne la motivation derrière tout ce qui se passe aujourd'hui sur mes réseaux, ça part du fait que Joseph Assemon de base est étudiant en sciences politiques. Donc, pendant le cursus, on fait des cours où on parle d'histoire de Côte d'Ivoire, on parle de droit ivoirien, on parle de beaucoup de choses. Mais au-delà de ce qu'on apprend à l'école, j'ai plus le sentiment, l'impression que je n'arrive pas à voir ce qu'il me faut. Parce que lorsqu'on va sur les réseaux pour avoir plus d'informations, parce qu'on apprend à l'école, mais on cherche, on fait d'autres recherches à côté. Donc je me rends compte que je n'ai pas les informations que je veux. Quand je vais sur YouTube par exemple, je trouve des histoires très partisanes, où il y a un qui défend, on va dire largement M. Alassane Ouattara, l'autre qui défend M. Laurent Gbagbo. Bref, ce sont des histoires qui ne sont pas vraiment à conseiller parce que ça peut irriter même limite. Donc je décide de laisser les réseaux, chercher les informations ailleurs. Je vais aller à la bibliothèque et là-bas, je découvre beaucoup d'ouvrages où il y a des histoires qui ne sont pas vraiment partisanes, mais qui expliquent concrètement l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc à partir de là, j'apprends, moi d'abord, j'apprends et je dis, bon, je vais expliquer ça aux Ivoiriens, je vais aider les Ivoiriens à comprendre, à connaître cette histoire. Donc je me lance d'abord sur les réseaux. Là, je commence avec YouTube, parce que les autres réseaux ne m'intéressaient pas vraiment. Je me disais que TikTok c'est pas bon, Instagram comme si, donc YouTube. Je produis une première vidéo sur l'histoire de Madame Dominique Ouattara. Et la vidéo ne cartonne pas du tout. Pas du tout. Donc je dis, c'est plus la peine. Il était découragé. Ici découragé, c'est plus la peine. J'ai regardé ce que moi j'ai appris pour moi-même. Et j'ai lancé la vidéo, je crois, en juin, non en mai, parce que j'ai créé la chaîne le 27 mai 2021, le 25 mai, pardon. Donc je lance la vidéo vers la fin du mois de mai. J'ai abandonné carrément YouTube. Et je reviens en septembre. En septembre, j'ai dit, bon, attends, je vais aller voir ce que j'ai fait quand même. Parce que, voilà, par curiosité. Et je tombe sur la vidéo, je vois que la vidéo a plus de 100 000 vues. Wow. J'ai dit, quoi? Non, on va revoir. Donc je regarde, j'ai dit, bon, je vais continuer. Donc je me lance, je pousse, je crée du contenu, j'apporte des informations jusqu'à un moment donné. Je me dis, bon, parce que là, je préparais encore l'histoire de la Côte d'Ivoire. Donc je créais des contenus sur l'histoire des hommes politiques. Et à un moment donné, j'ai fait une histoire où j'ai parlé d'abord de l'histoire de la Côte d'Ivoire avant 1960 et une histoire de 1960 à nos jours. C'est de là que concrètement tout part. On va me voir par la suite sur TikTok, Instagram. Et aujourd'hui, vous êtes suivi par plus de 100 000 abonnés sur TikTok, je le rappelle, et 120 000 abonnés sur YouTube. Comment expliquez-vous ce succès et quel message vous souhaitez passer justement à la jeunesse à travers vos contenus? Je pense qu'on peut expliquer ce succès par la volonté des citoyens ivoiriens de comprendre leur histoire, de connaître ce qui s'est passé. C'est pas qu'ils ne savent pas vraiment ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas vraiment d'idée claire de ce qui s'est passé parce qu'ils ont reçu beaucoup d'informations. Donc comme ils ont remarqué et ils ont reçu l'information concrète, vraie relativement à l'histoire de leur pays, ils ont voulu continuer avec Joseph Assemon, donc ils se sont abonnés massivement, ils ont partagé leur contenu. Et je crois que c'est ça la véritable raison derrière ce succès-là. Et pensez-vous qu'aujourd'hui, les jeunes s'intéressent réellement à la politique, puisqu'on en parle? Selon vous, que manque-t-il pour que ces jeunes-là, justement, soient plus actifs et plus conscients de leur rôle en tant que citoyens? Oui, je pense que les jeunes s'intéressent beaucoup à la politique. La preuve, moi, et il y a plein d'autres créateurs, ainsi TikTok surtout, qui parlent toujours de politique. Quand bien même
ils aient déjà, on va dire, des partis pris, ils aient des positions qui ne sont pas impartiales. Mais il faut savoir que les jeunes s'intéressent à la politique en Côte d'Ivoire. Pour que ces jeunes-là soient vraiment vus en politique, je prends un exemple qui n'a rien à voir avec la politique, c'est un jeune homme qui aime une fille. Ce qui va créer le déclic, c'est l'amour qu'il a pour la fille. S'il doit aller prendre le numéro de la fille, il va aller avec la fille. C'est la même chose. Si les jeunes doivent vraiment s'intéresser à la politique, il faudrait qu'ils aiment d'abord la politique. Alors que pour aimer quelque chose, il faut comprendre, connaître la chose. Donc je crois que les citoyens ivoiriens, ils aiment, au fond ils aiment, mais ils n'ont pas encore vraiment compris comment est-ce que ça fonctionne. Ils n'ont pas encore connu vraiment la politique pour dire qu'ils seront vraiment actifs dans le domaine. Et je crois que c'est ce processus-là qu'ils sont en train de suivre actuellement. Et on peut l'observer, même avant 2025 par exemple, sur les réseaux, on trouvait généralement ce que les gens ont appelé la VAR, où on va voir ce qu'un président ou un personnage politique a dit autrefois, puisqu'il a fait des jeux. C'est récurrent. Pour dire qu'en réalité, les gens s'intéressent à la politique, mais peut-être qu'ils ne sont pas vraiment actifs pour les jeunes dans le domaine de la politique en Côte d'Ivoire. Vous parliez de déclic tout à l'heure. Aujourd'hui, à quelques mois de la présidentielle d'octobre 2025, quel climat, selon vous, doit-on favoriser en tant que jeune pour éviter ce qu'on appelle la violence, voilà, et encourager la participation active de nous, des jeunes, en tant que citoyens? Le climat, je crois que c'est vrai, on parle de jeunes, mais le climat il ne concerne pas seulement la jeunesse. Même si on parle exclusivement des jeunes, il concerne toute la Côte d'Ivoire. C'est un climat de paix qu'il faut instaurer, qu'il faut commencer à apprendre à enseigner aux autres. Ce climat-là, je crois qu'il va passer par des débats, des discussions autour des sujets politiques, mais sans vraiment parti pris. On va simplement dire comment est-ce que les choses doivent être et comment les choses sont. Il faudrait que les Ivoiriens, les citoyens, puissent avoir la facilité de se départir, on va dire, de la chapelle politique dans laquelle ils se trouvent. Aujourd'hui, moi par exemple, je peux dire que j'ai un penchant pour le PDCI, le RHDP, le PACI, mais la manière dont je produis mes vidéos, on ne peut pas sentir que j'aime une telle partie parce qu'il faut rester impartial. Si on a cette facilité à être impartial, on va réussir à avoir ce climat de paix qu'on veut. Et je crois qu'on pourra le faire si on crée ce genre de débat-là, ce genre de cadre-là pour discuter sans vraiment défendre des partis politiques. Après, il y a des gens qui défendent des partis politiques, mais si on veut vraiment la paix en Côte d'Ivoire, il faudrait qu'on reste tranquille, qu'on réfléchisse relativement à ce qui doit être et ce qui est, pour qu'on puisse avoir des idées claires en ce qui concerne la situation ici en Côte d'Ivoire pour l'élection de 2026 surtout. Effectivement. Et aujourd'hui, au-delà de l'histoire de la politique en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez peut-être une idée, on va dire une leçon particulière que la jeunesse devrait retenir justement pour vivre la politique autrement? Je crois que le véritable message ou l'élément qui doit enseigner la jeunesse ivoirienne, c'est vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire. Parce que vous demandez au-delà de l'histoire. Mais je crois que c'est vraiment l'histoire, c'est celle-là même qui doit enseigner les Ivoiriens. On a vu par exemple, dans les années 90, des partis comme le FPI et le RDR qui se sont associés, ils ont créé le Front républicain. On a vu en 2000 une séparation entre les deux partis. On a vu en 2010 une guerre même, on va dire, entre les deux partis. Pour faire comprendre que en politique, ce n'est pas vraiment la logique. C'est vrai, il y a une logique en politique, mais ce n'est pas vraiment la logique. Ce sont les intérêts qui guident les personnalités politiques. Donc aujourd'hui, nous, jeunes qui sont en bas, qui ne comprenons pas vraiment comment est-ce que le haut fonctionne, il faudrait qu'on reste tranquille, qu'on comprenne d'abord. Aujourd'hui, les politiciens, c'est ce qu'on dit, hein, et c'est vrai, les politiciens utilisent facilement la jeunesse pour atteindre leurs objectifs. On se rappelle qu'en 2010, par exemple, lorsque vous allez lire l'ouvrage de Leslie Varenne, À propos de la guerre, vous allez vous rendre compte que pendant qu'il y avait la guerre, M. Alassane Ouattara et M. Gbagbo s'appelaient, ils se téléphonaient. Elle va même jusqu'à dire qu'il pariait même sur celui qui allait gagner, celui qui allait tuer le maximum de personnes dans le camp adverse. Il faut comprendre que nous, on doit avoir la tête froide. On doit prendre conscience de l'histoire du pays. On doit regarder ce qui s'est passé. Quel a été le comportement de tel acteur? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a fait? Qu'on puisse comprendre ce que nous on doit faire aujourd'hui. C'est vrai qu'on soutient les hommes politiques, mais il ne faut pas arriver à un niveau de soutenance. Ces hommes politiques, ils sont là pour leurs intérêts. Aujourd'hui, on va soutenir le RHDP. Il va arriver à la tête, bon, quand on prend le cas du RDR par exemple, en 2010, en 2011, il arrive au pouvoir dans le cas du RHDP. Mais dans les mois qui suivent, il y a une grande politique qui est mise en place, on va dire, de destruction des appartements, des locaux dans lesquels travaillaient les gens qui ont soutenu le RDR à Abobo. Je vous dis qu'en réalité, on va vous soutenir, on doit les soutenir, mais qui va arriver pour la gestion du pays, c'est plus vraiment nous qui vont regarder pour mettre en place leur politique. Parce qu'eux aussi, c'est une ligne. Au-delà de l'intérêt qu'ils vont nous porter, au-delà du plan qu'ils vont nous vendre, du projet qu'ils vont nous vendre, il y a d'autres acteurs derrière
les dirige également. Donc il faudrait qu'on comprenne que la politique doit nous intéresser sur la base de l'histoire, pour pouvoir avoir aujourd'hui une vision de ce qu'on doit faire pour le présent. Effectivement. Aujourd'hui, parlant d'éducation, beaucoup estiment que l'éducation civique est insuffisante chez les jeunes. Que préconisez-vous pour que l'école et les médias contribuent justement à mieux former des citoyens responsables? Vous savez, dans tout pays au monde, la quintessence de l'action qui va diriger ce pays-là provient de l'État. Je crois que, voilà. Ça, c'est la Constitution. Ça, c'est la Constitution de Côte d'Ivoire. Vous l'avez généralement avec. Voilà, généralement avec. Dans cette Constitution, on dit que, au niveau de l'article 31, les collectivités publiques et l'État sont censés encourager les jeunes à la participation du développement social, économique, sportif, culturel et politique. Ce qui signifie terre à terre que, en réalité, l'État doit encourager les jeunes à l'activité politique, à l'apprentissage de la politique. Ils doivent pousser les jeunes à faire tout ce qui va dans le sens de la politique. Et l'article 47 dit que l'État est dans l'obligation de respecter cette constitution-là. Mais ce que je fais comprendre ici, c'est que si aujourd'hui on est dans une situation où on a quelque chose, où on remarque que quelque chose ne va pas bien, il ne faut pas réfléchir, chercher loin. Moi je pense que directement et réellement, tout dépend de l'État. Donc si aujourd'hui on doit éduquer les citoyens d'un point de vue civique, il faudrait que l'État soit en avant. Parce que c'est le premier rôle de l'État. C'est le rôle même de l'État. Donc si aujourd'hui les citoyens ivoiriens ont du mal à comprendre beaucoup de choses, ont du mal à réagir comme on voudrait qu'ils réagissent politiquement, socialement, la faute revient à l'État. Donc selon moi, ce que je préconise pour qu'on puisse sortir de là, c'est que l'État puisse mettre en place de véritables programmes. Ce n'est pas que les programmes n'existent pas, mais il faudrait qu'on mette en place ces programmes-là et qu'on les applique vraiment. Pour qu'on ait, on va dire, une panoplie de personnes qui sont prises en compte dans ce programme-là. Il faudrait qu'on touche le maximum de citoyens. Mais ça s'explique par la volonté ou les intérêts des politiciens. Certains, parce que c'est ce qu'on disait autrefois, je discutais avec le plus jeune créateur de parti politique en Côte d'Ivoire, FPP, pour ne pas faire de publicité. Il disait qu'en réalité, il y a une guerre intergénérationnelle entre les jeunes et puis ceux qu'on qualifie de vieux en politique, qui eux sont aussi en train de défendre leurs intérêts. Ils vont tout faire pour pas que les jeunes viennent prendre leur place. Alors que les jeunes aussi, ils restent dans le divertissement. Voilà, ce qui fait que eux, ça ne les gêne pas vraiment. Ils n'ont pas envie de perdre leur place. Donc il ne faut pas chercher à enseigner et éduquer les jeunes. Et ce conflit-là va continuer, va perdurer tant que les jeunes ne vont pas prendre conscience en réalité de leur force et de ce qui doit leur revenir normalement. Donc je crois que l'État doit mettre en place, on va dire, ce cadre-là pour que les jeunes puissent s'intéresser, apprendre, avoir un niveau civique élevé. Mais les jeunes eux-mêmes, au-delà du divertissement, doivent commencer aussi à changer le sens d'intérêt, commencer à s'intéresser à la vie sociale de leur pays, à la vie politique de leur pays. Et je crois qu'en partant de là, petit à petit, on va atteindre un niveau incroyable. D'autant plus que voilà, la force de la Côte d'Ivoire, je le dis, c'est la jeunesse. Exactement. Voilà. Et aussi vous êtes actif sur TikTok, principalement sur TikTok et YouTube, aussi Facebook si je ne me trompe pas. Comment vous gérez justement la question de la désinformation, surtout en période électorale, la question des fake news et tout ça? Merci pour cette question parce qu'on aura beaucoup de fake news très bientôt. En fait, en ce qui concerne les fake news, lorsqu'on reçoit une information, parce que sur notre page Instagram, on relaie les informations. Vous allez voir que là-bas, on parle que d'actualité. En ce qui concerne les informations, lorsqu'on les reçoit, il faut d'abord aller à la source. Si aujourd'hui on dit que le président de la République a reçu le président du Burkina et il a cité le président du Burkina, on va passer une information sur Facebook par exemple. Il faut aller à la source, sur le compte officiel par exemple du président de Côte d'Ivoire ou du président du Burkina pour voir si déjà la rencontre a eu lieu. Et lorsqu'on a ça, on va chercher maintenant ce qui a été dit pendant cette rencontre-là. Donc en réalité, lorsqu'on reçoit l'information, il faut d'abord et avant tout chercher à vérifier cette information-là et par la suite la relayer, croire en elle. Donc je crois que lorsqu'on a des informations, il faut aller à la source de cette information-là, chercher concrètement. Pour qu'on ne fasse pas de publicité, on ne donne pas une bonne place aux fake news très bientôt. Effectivement, c'est très intéressant ce que vous dites. Et aujourd'hui, en tant que créateur, comme bon nombre de créateurs aujourd'hui que nous rencontrons sur les réseaux, sentez-vous justement une responsabilité vis-à-vis de vos abonnés? C'est-à-dire comment vous arrivez à rester neutre ou on va dire vous restez factuel face à cette situation? Alors je crois que depuis mes 3 premiers abonnés, mon père, ma mère, mon petit frère, j'ai commencé à être
responsable sur les réseaux. Et je croyais que je devais être responsable. Et il y a la ACTA qui a dit qu'à partir de 26 000 abonnés sur les réseaux, quel que soit le réseau, il faudrait qu'on adopte une posture de responsable. Donc je crois que moi, c'est pas vraiment en respectant ce que la ACTA a dit, quand même je dois respecter. Mais dès les 3 premiers, j'ai décidé, parce que je venais pour faire un truc concret, d'être factuel. Mais pour répondre à la question, comment on fait pour être responsable, c'est que l'information qu'on donne, il faudrait qu'on ait de véritables sources. Il faudrait qu'on vérifie cette information-là. Il faudrait qu'on pèse ce qui va à l'encontre de cette information, c'est-à-dire le pour et le contre, pour voir en réalité où est le juste milieu. Parce que lorsqu'on fait un travail impartial, c'est ce qu'on regarde. Qu'est-ce que lui dit, qu'est-ce que lui dit et qu'est-ce qu'il est concrètement. Donc en ce qui concerne la responsabilité, on doit d'abord et avant tout regarder ces deux aspects-là, le pour et le contre. Et à partir de là, commencer à se lancer. Mais la responsabilité, il faut le dire, elle est très importante sur les réseaux. Et aujourd'hui, au-delà du vote, voilà, bien évidemment, comment vous encouragez la jeunesse à s'engager concrètement pour le développement de leur communauté, le développement de leur pays en général? Alors sur YouTube, on a sorti une vidéo, pourquoi les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Et on a expliqué, pour s'intéresser à la politique, pour être actif dans la société dans laquelle on se trouve et apporter quelque chose, il faudrait, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, connaître la chose. Parce que si on aime quelque chose, on finira vaille que vaille à apporter quelque chose dans la chose. Donc, il faudrait que les jeunes puissent chercher d'abord à comprendre, à connaître. Et à partir de là, lorsqu'ils vont vraiment commencer à aimer la chose, ils vont pouvoir apporter quelque chose. Mais la raison pour laquelle, si on veut expliquer cela, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, ils disent généralement que la politique c'est pour les vieux. Et si on regarde aujourd'hui les dirigeants de notre pays, on va remarquer qu'ils ne sont pas vraiment jeunes. Mais c'est tout ça aussi qui pousse les jeunes à ne pas s'intéresser à la politique. Mais pour revenir, si les jeunes, et pour que les jeunes puissent s'intéresser à la politique, il faudrait qu'on les pousse à aimer la politique, les apprendre c'est quoi la politique, les faire comprendre comment est-ce que ça fonctionne les institutions, les faire connaître la politique, qu'ils puissent vraiment s'intéresser à celle-ci. Super.